SSD dégradé. Plus gros au cas où. Architecture HomeKit. HomePod 16.3. 8K sous condition. Mercredi 25 janvier 2023. François Le Truidic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 316. Bonjour à tous. Comme ce fut le cas avec le MacBook Air M2 à son lancement, on découvre que les modèles entrée de gamme de Mac Mini M2 avec 256 et 512 Go de stockage, mais aussi le tout nouveau MacBook Pro M2 Pro 14 pouces d'entrée de gamme avec 512 Go, affichent des performances SSD nettement inférieures au modèle précédent pour une raison simple, ils utilisent une seule barrette NAND plus dense. François, ce qui nuit aux performances. Oui, je t'avoue que c'est décevant. C'est vrai que cette info-là était sortie à l'époque du MacBook Air M2 et du MacBook Pro 13 pouces quand ils sont sortis l'année dernière déjà. C'est vrai qu'autant sur un modèle comme le MacBook Air, c'est pas très très surprenant. Le MacBook Pro 13 pouces, de toute façon, il reste une bizarrerie dans la gamme, donc ça nous a pas surpris non plus. Mais c'est vrai que sur les modèles Pro, le MacBook Pro, c'est quand même la machine à destination des professionnels. Et c'est assez décevant, même sur ces modèles-là, ils aient fait cette petite économie qui, à mon avis, doit pas être énorme. Maintenant, qu'est-ce que tu veux, on va faire avec. Et puis c'est toujours ce qu'on dit, ça se voit sur des usages vraiment très spécifiques, sur des usages gourmands. Je pense qu'au quotidien, pour le commun des mortels, il n'y aura pas beaucoup de différence. La petite info qui nous manque pour l'instant, à première vue du côté du Mac Mini, sur le modèle M2 d'entrée de gamme, ce serait bien une seule barrette aussi, donc une seule puce. Sur le modèle M2 Pro, alors les sources précisent pas trop exactement ce qu'on va avoir. Certains ont l'air de dire que c'est plutôt 2 barrettes. Ce sera confirmé. Dès qu'on aura l'info précise et sûre, on vous le dira. Mais voilà, malgré tout, pour moi, ça reste des économies de bout de chandelle, surtout sur les MacBook Pro. Les premiers Mac Mini M2 Pro sont arrivés hier mardi chez ceux qui les ont commandés dès leur annonce le 17 janvier. Et comme on pouvait s'y attendre, quand on ouvre ce Mac Mini survitaminé, le dispositif de refroidissement actif a été adapté à la nouvelle puissance du processeur avec un ventilateur plus gros et plus puissant, mais qui se déclenche, François, selon les premiers tests, beaucoup moins souvent que dans le cas du Mac Studio par exemple. C'est vrai que le Mac Studio, ça fait partie des petits commentaires qu'il y a eu, le fait que le ventilateur soit plus puissant. On s'attendait à ce que le processeur du M2 Pro soit plus gros que le M2 classique, ça paraît logique parce que de plus de puissance, donc potentiellement plus besoin de refroidissement. Ça explique aussi le poids qui est plus important du côté du Mac Mini M2 Pro. Maintenant, quoi qu'il en soit, ça reste faible et encore ce week-end, je travaillais sur du PC. C'est vrai qu'on entend les ventilateurs d'un PC comparé aux ventilateurs d'un Mac, c'est vrai que l'écart est assez impressionnant. Et c'est là où on voit que Apple, maîtrisant toute la chaîne de A à Z, ça sert vraiment et ça permet d'avoir des machines très silencieuses. Mais c'est vrai que moi, ce Mac Mini M2 Pro, pour moi, ça a été la belle surprise et je pense que ça se confirmera avec les premiers tests. C'est une très très bonne machine de bureau. Elle avait disparu avec iOS 16.2 retiré par Apple en décembre après avoir causé de sérieux soucis aux plus téméraires qui l'avaient installée. Elle n'est pas revenue avec iOS 16.3 disponible depuis lundi soir. La nouvelle architecture HomeKit serait sur les rails pour la mise à jour 16.4. 2 utilisateurs sur Twitter en ont trouvé des références dans le code des bêtas sous le nom, François, de HomeHub 2 version 2. Oui, on a eu l'occasion d'en reparler pour ceux qui nous écouteront dans l'hebdo cette semaine. On a fait l'enregistrement hier soir et il y est revenu en détail sur cette info. C'est vrai que moi, quand j'ai fait la mise à jour 16.2, je l'ai faite rapidement en fait. Et j'ai migré en fait. Moi, ça a bien migré sur la nouvelle solution. J'ai pas eu de soucis parce que j'ai pas encore beaucoup d'éléments domotiques de rebrancher dans la maison, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire. Ça fait un peu peur, je trouve. Parce que ça donne un peu le sentiment qu'une fois de plus, il y a des étapes de vérification qui ont été pas assez poussées ou qui n'ont pas été faites tout bêtement. J'avance, je recule, rétropédalage, ça revient pas, c'est compliqué. Et je trouve que là-dessus, une fois de plus, ça manque de communication de la part d'Apple. Il aurait fallu dire les choses clairement. Dire, voilà, il y a un bug, on sait ce que c'est, on est en train de travailler dessus. Là, c'est pas le cas. Maintenant, ça fonctionne chez moi, les HomePods sont bien connectés, le peu de périphériques connectés fonctionne malgré le fait que je sois sur cette nouvelle plateforme. Donc comme d'habitude, on vous dit sur les mises à jour, allez-y mollo et laissez un petit peu de temps.
Là, je pense que vous pourrez la faire. On peut espérer que ce soit fonctionnel quand ça sortira définitivement, si ça sort avec les 16.4, parce que pour l'instant, il n'y a aucune certitude. Elle manquait à l'appel lundi soir et on a cru qu'Apple attendrait la sortie du HomePod 2 le 3 février pour la pousser vers nous. La version 16.3 du logiciel des HomePod est bien disponible depuis mardi soir, François, ainsi que tvOS 16.3. Bah oui, ça a mis du temps à arriver. Moi, je l'ai faite en version bêta sur les HomePod juste pour avoir le capteur de température. Et j'ai une bonne nouvelle. Hier soir, je te disais que ça n'apparaissait pas. Et aujourd'hui, ça apparaît enfin. C'est-à-dire que sur l'application maison, j'ai bien la température. Mais on a eu l'occasion d'échanger aussi avec Gilles. Ça nous paraît plutôt déconnant. C'est-à-dire que la température qui est affichée par les HomePod n'a pas l'air de correspondre à ce qu'on pourrait avoir avec d'autres éléments. Moi, je le vois au niveau du chauffage qui était censé se déclencher pour atteindre la température de 17 degrés. Il fonctionne complètement. Il chauffait alors que le HomePod m'annonçait 19 degrés. Donc il va falloir pousser les éléments. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que quand tu as 2 HomePod de chaque côté de tes écrans, et ben en fait la température est pas la même d'un côté et de l'autre alors qu'ils sont écartés d'à peine 1 mètre. On va voir à l'usage, mais je suis un peu dubitatif. Je crains que ce soit peu fonctionnel. Maintenant, si vous avez envie de tester ça sur vos HomePod mini, si vous en avez, et ne pas attendre l'arrivée de vos HomePod de 2e génération, vu que je suis sûr que vous en avez tous commandé des palettes, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez l'installer. Et on le rappelle, c'est à travers l'application maison, dans les réglages de votre domicile, que vous allez pouvoir faire la mise à jour. C'est pas hyper intuitif. Logiquement, ça devrait le faire tout seul. Mais quand, c'est la question. Donc si vous voulez le forcer, réglage de la maison, à travers l'application maison, sur votre iPhone ou votre iPad, et ça devrait être fonctionnel. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et puis si vous voulez utiliser un moniteur 8K avec les nouveaux Mac Mini M2 Pro ou MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 Pro ou M2 Max, en profitant du nouveau port HDMI 2.1, Apple met à disposition des conseils techniques, sachant que la nouvelle interface ajoute également le support des écrans 4K à 240 Hz et du VRR, le Variable Refresh Rate. Alors les gamers sauront ce dont il s'agit. Il faut évidemment un Mac qui permette de gérer un moniteur 8K. On va rappeler que ce n'est pas le cas du Mac Mini M2, seulement du modèle M2 Pro. Et il faut aussi utiliser un câble HDMI compatible, notamment le câble Ultra High Speed de chez Belkin. Mais François, ça concerne quand même un nombre très très réduit d'utilisateurs, un moniteur 8K aujourd'hui. Ouais, alors on sent que voilà, c'est en train de se développer quand même, mais c'est vrai qu'on touche une cible bien particulière. C'est vrai que ça me faisait assez rire parce que quand les nouveaux MacBook Pro M1 Pro et M1 Max sont sortis, beaucoup de gens ont crié au scandale en disant que c'est quand même une honte qu'on n'ait pas cette notion d'HDMI 2.1. On l'a maintenant sur les M2 Pro, M2 Max. Est-ce que ça va vraiment servir à beaucoup de monde ? Je suis pas convaincu. Maintenant, voilà, c'est toujours mieux pour vous de viser le plus haut possible. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille pour des années. Maintenant, je pense que les écrans 8K vont pas généraliser demain, donc voilà. Ça indique beaucoup de contraintes. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu le problème comme avec la prise USB-C Thunderbolt 4. Ce qui est compliqué aujourd'hui, je trouve, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de la technologie, c'est faire attention à être sûr que ce soit bien compatible, que le câble soit bien, laisse passer l'image, le son, soit capable de gérer des écrans avec un taux de rafraîchissement élevé, etc. Ça devient très complexe et ça devient vraiment des trucs de spécialistes. Et quand je lisais ta news, j'étais là à me dire, ouais, faut s'y connaître un peu, le VRR, etc. Tout ça, c'est des notions qui sont pas connues par tout le monde et il faut qu'on fasse attention à ce que la technologie ne devienne pas trop compliquée pour le commun des mortels. Et ben c'est ce qu'on fait chaque jour avec la quotidienne iWeek qui revient demain.